Chapitre 9. Morgane ralentit sa monture. Il fallait en effet l'aménager, si elle désirait parvenir sans encombre au terme du long voyage qui l'attendait. 4 jours plus tard, le château de Pélinore était en vue. Ne restait qu'à longer les rives marécageuses du lac, qui n'était plus hanté par la présence menaçante d'aucun dragon, pour parvenir à la demeure seigneuriale que Pélinore avait offerte à Hélène en cadeau de mariage. En fait, celle-ci ressemblait davantage à une grande villa qu'à un véritable château. De vastes prairies l'entouraient, gardées par d'imposants troupeaux d'oies qui se dandinaient à l'envi, revêches et jacassantes. Face à de telles sentinelles, il était donc tout à fait inutile d'imaginer une approche discrète et de surprendre ses hôtes. « Je suis dame Morgane, femme du roi Urien des Galles du Nord », annonça-t-elle à plusieurs serviteurs venus à sa rencontre. « J'ai pour ma cousine un message à transmettre de la part de votre maître, Lancelot. » Ayant été courtoisement invité à se rafraîchir quelques instants dans une antichambre pour se remettre des fatigues de la route, Morgane, parfaitement reposée, gagna la grande salle où brûlait un feu vif dans l'âtre. Sur une table avaient été préparées à son intention quelques galettes d'avoine, du miel et du vin, auxquels elle fit très largement honneur. Comme elle achevait de se restaurer en attendant Hélène, un petit garçon fit son entrée. Il était blond, avec de grands yeux bleus, et une multitude de petites taches de rousseur sur un visage ouvert et rieur. Elle le reconnut aussitôt. C'était Galahad. « Êtes-vous dame Morgane, celle qu'on appelle Morgane la fée ?» demanda-t-il, aussitôt après s'être assuré qu'ils étaient seuls. « Oui, c'est moi, et je suis aussi ta cousine, Galahad. »« Êtes-vous vraiment sorcière pour connaître mon nom ?» questionna-t-il d'un air comique et soupçonneux. « Non, pas tout à fait. Si on m'appelle parfois ainsi, c'est uniquement parce que j'appartiens à l'ancienne lignée royale d'Avalon. Oui, j'ai été élevée là-bas, dans l'île sacrée. Quant à ton nom, je le connais depuis longtemps, et je savais que c'était toi, car tu ressembles beaucoup à ta mère, qui est ma cousine. »« Mon père aussi s'appelle Galahad, » claironna fièrement le petit homme, « et les Saxons le nomment Flèche des fées. »« Je suis justement venue pour vous apporter de ces nouvelles, » reprit Morgane, amusée par la vivacité de son jeune interlocuteur. « Et... » Mais la conversation s'interrompit. Hélène, en effet, venait d'entrer et tendait les bras à la nouvelle venue. Sa taille s'était quelque peu alourdie à la suite de ses 3 maternités, mais elle avait toujours les mêmes cheveux d'or, la même expression de douceur. Elle embrassa Morgane avec naturel et grâce, comme si elle l'avait quitté la veille. « Je vois que vous avez fait connaissance avec mon fils, » dit-elle affectueusement. « Nimue est dans sa chambre. Elle est punie car elle a été très impertinente avec son précepteur, le père Griffin. Quant à Guenièvre, la petite dernière, elle dort pour le moment. Mais dites-moi, Morgane, vous arrivez bien de Camelot ? Pourquoi Lancelot ne vous accompagne-t-il pas ? Il est parti pour l'Armorique, avec Arthur et son armée, pour délivrer son frère Bohort, assiégé dans sa propre forteresse par les légions d'un aventurier qui se prétend empereur de Rome. » Toute remuée par la nouvelle, Hélène sentit ses yeux s'embuer de larmes, ceux de son fils Galahad s'animant d'une fiévreuse excitation. « Quand je serai grand, s'écria-t-il, moi aussi je galoperai avec les chevaliers du roi Arthur, et je tuerai tous les Saxons, et l'empereur aussi. » Désirant davantage d'explications, Hélène mit rapidement un terme à l'exaltation du bambin, lui rappelant que le père Griffin l'attendait pour sa leçon quotidienne. Restée seule à seule avec Morgane, elle se tourna vers elle avec anxiété. « Morgane, comment allait mon cher seigneur lorsque vous l'avez quitté ? Pour la première fois depuis notre mariage, il était resté avec moi plus de 8 jours avant de rejoindre Camelot pour la Pentecôte. »« Mais, Hélène, maintenant vous n'êtes plus enceinte ? » ?»« Heureusement non, Guenièvre est née quelques jours avant son départ. »« Morgane, pardonnez-moi, mais je voudrais aujourd'hui vous poser une question. Morgane, pardonnez-moi, mais je voudrais aujourd'hui vous poser une question. Dites-moi, je vous en prie. Lancelot a-t-il autrefois été votre amant ? Et vous êtes-vous tous les deux aimés ? » « Mais non, Hélène, » la rassura Morgane d'une voix douce.
Il fut un temps, c'est vrai, où je l'ai désiré, mais rien ne s'est finalement passé entre nous. Ainsi, nous ne nous sommes jamais aimés au sens où vous l'entendez. » Retenant sa respiration, les yeux fixés sur un très bel éclat de verre bleu enchâssé dans la muraille, probablement depuis l'époque romaine, Hélène écoutait sa cousine. Son aveu terminé, elle tourna son visage vers Morgane et demanda dans un souffle. « Dites-moi encore, à Camelot à l'occasion des fêtes de la Pentecôte, a-t-il vu la reine ?»« Bien sûr, comme tous les invités, » répondit évasivement Morgane. « Je vous en prie, Morgane, vous savez parfaitement ce que je veux dire. » Ainsi, malgré son mariage, malgré ses 3 enfants, malgré l'attitude irréprochable de Lancelot, sa jalousie n'était pas éteinte, et son inquiétude toujours présente. « Hélène, que faut-il vous dire ? Lancelot, il est vrai, a parlé avec la reine. Il l'a même embrassée avant de partir au combat. Mais devant toute la cour réunie, je vous jure qu'il l'a tenue dans ses bras comme il l'aurait fait avec n'importe quel parent, et non comme un amant. Ils se connaissent depuis si longtemps et ne peuvent oublier si vite qu'ils se sont autrefois aimés. Faut-il leur en vouloir ? Une chose en tout cas est certaine, je puis vous assurer aujourd'hui que c'est vous, vous seule Hélène, que Lancelot honore et respecte. Rassurez-vous, Morgane, n'ai-je pas juré de ne jamais me plaindre si je devenais sa femme un jour ? Murmura bravement la jeune femme. Puis, elle ajouta pensivement. Vous qui avez connu beaucoup d'hommes dans votre vie, avez-vous réellement rencontré l'amour ? Ne pouvant esquiver une si pressante interrogation, Morgane, à ces mots, sentit remonter en elle de très anciennes et violentes tempêtes. Celles qu'il avait si ardemment jetées dans les bras de Lancelot, un jour, au sommet du Thor, toutes celles qui l'avaient irrésistiblement attiré dans les bras, vers des corps, comme celui d'Apollon, qui venait de lui faire recouvrer sa vraie féminité, elle qui se croyait définitivement perdue aux forces primordiales de la vie. Oui, Hélène, oui, j'ai connu l'amour, j'ai connu ses vertiges et ses désespérances, lui souffla-t-elle d'une voix presque inaudible. Mais pouvait-elle, avait-elle le droit de lui en confier les affres et les transports ? Le secret, le silence, n'était-il pas la loi suprême imposée à toutes les prêtresses de l'île d'Avalon ? Changeant donc délibérément le cours de leur conversation, Morgane préféra, au risque de brusquer un peu la jeune femme, en venir tout de suite au véritable but de son voyage. « Hélène, il y a une chose importante qu'il nous faut avant tout évoquer. Rappelez-vous le jour où vous m'avez promis que si je vous aidais à conquérir Lancelot, vous me donneriez en échange pour Avalon votre première fille. Or, Nimue a maintenant 5 ans. Elle est en âge, donc, d'être élevée à l'île sacrée. Je pars demain. Le moment est venu pour vous de me la confier. »« Non !» cria Hélène d'une voix étranglée. « Non, Morgane, vous ne pouvez pas, c'est impossible. »« Hélène, vous m'avez juré, » répliqua fermement Morgane. « Un serment ne peut se renier. »« Je ne savais pas ce que je disais, je n'imaginais pas. »« Oh, je vous en supplie, Morgane, ne faites pas cela, ne m'arrachez pas mon enfant. C'est ma fille, et elle est encore si jeune. »« Hélène, il est temps, vous avez juré. »« Et si je refuse ?» s'insurgea-t-elle toute griffe dehors, telle une chatte défendant férocement sa portée de chaton en péril. « Si vous refusez, Hélène, je dirai tout à Lancelot dès son retour. Comment s'est fait votre mariage, comment vous m'avez supplié de lui jeter un sort pour qu'il se détourne de Guenièvre. Alors, lui qui vous croit jusqu'à maintenant l'innocente victime de mes sortilèges et ne blâme que moi, saura la vérité. »« Non, vous ne pouvez pas, » supplia Hélène, devenue livide. « Hélène, » poursuivit Morgane implacable, « j'ignore ce que représente un serment aux yeux des chrétiens, mais pour une prêtresse d'Avalon, c'est un irréversible engagement. J'ai bien voulu attendre que vous ayez une autre fille, afin de vous rappeler votre parole. Mais maintenant, Nimue est mienne, par la foi donnée. »« Mais justement, c'est une enfant chrétienne, elle ne peut pas. Comment pourrais-je la laisser partir vers un monde sacrilège et païen ? » Depuis que vous me connaissez, Hélène, m'avez-vous vue, une seule fois, agir de manière répréhensible ? Je ne vais pas aller la jeter toute crue dans la gueule d'un dragon. Mais Morgane, que va-t-il lui arriver là-bas, et comment sera-t-elle traitée ? Interrogea Hélène, avec tant de crainte que Morgane mesura à quel point
Sa cousine ignorait tout des prêtresses, des druides et de la vie sur l'île sacrée. Elle y sera élevée en prêtresse et initiée à la sagesse d'Avalon, pour pouvoir un jour lire dans les étoiles et connaître les secrets de l'univers, expliqua sereinement Morgane. Ne craignez rien. Là-bas, à Avalon, la vie sera douce pour elle, bien plus douce et plus vraie que celle d'un couvent à laquelle vous l'auriez peut-être destinée. Mais que dirais-je à Lancelot? La vérité, que vous l'avez envoyé pour être élevé sous ma protection, à Avalon, là où une place l'attend depuis toujours. Et que vont dire les prêtres lorsqu'ils sauront que j'ai laissé partir ma fille pour être élevée dans une île qu'ils maudissent? Peu importe ce qu'ils diront. Hélène, vous avez juré de me donner Nimue. Vous ne pouvez plus revenir en arrière, sous peine d'encourir la malédiction d'Avalon. Morgane, êtes-vous sans pitié? Donnez-moi au moins quelques jours de répit pour nous préparer l'une et l'autre. Ce n'est pas nécessaire. Je me charge de tout. Seuls quelques vêtements chauds pour le voyage suffiront. Là-bas, elle n'aura besoin de rien. Nous pourvoirons à tout. Mais ne craignez rien, Hélène. Votre inquiétude est sans objet, je vous le jure, ajouta-t-elle affectueusement. Votre fille sera traitée avec amour et respect, comme doit l'être et le sera toujours la petite fille de la haute prêtresse Viviane. Vous pouvez vous en remettre à moi. Elle sera heureuse, très heureuse, sur la terre sacrée d'Avalon. Heureuse? Avec des sorcières? Avec le diable? Hélène, je vous en prie, ne prononcez pas des paroles vides de signification. Moi-même, je vous le dis, ai été comblée à Avalon. Depuis que j'ai quitté l'île sacrée, il ne s'est pas passé un jour sans que je souhaite ardemment y retourner. M'avez-vous jamais entendu mentir? Allons, Hélène, faites-moi confiance, et appelez l'enfant. Un peu rassénérée, Hélène comprit qu'elle ne pouvait se dérober davantage. Elle tenta néanmoins une dernière esquive. Je lui ai défendu de quitter sa chambre jusqu'à ce soir, en raison de son insolence avec le prêtre qui l'a fait travailler. Qu'à cela ne tienne, je lève la punition, en l'honneur de son départ, décréta Morgane d'un ton sans réplique. C'est à moi maintenant de veiller sur la conduite de Nimue. Dès le soleil levant, elles se mirent en route le lendemain. Nimue avait sangloté en quittant sa mère, mais ses pleurs cessèrent bientôt, et elle ne tarda pas à prêter une vive attention à la route et au paysage. Elle était grande pour son âge, et ressemblait moins à Viviane qu'à Morgause, dont elle avait les cheveux d'or cuivrés, qui vireraient sans doute avec l'âge aux roux. Quant à ses cheveux pétillants d'intelligence, ils avaient la couleur des violettes des bois. Toutes deux n'avaient mangé que très légèrement, avant de partir. Aussi, vers midi, Morgane proposa-t-elle à la petite fille de faire une halte pour se restaurer un peu. À peine la gamine avait-elle mis pied à terre qu'elle se tourna vers sa tante, l'air tout confus. « Est-ce que je peux... J'ai très très envie. »« Évidemment, cours derrière cet arbre, Nimue. Il n'y a pas lieu de s'embarrasser des choses naturelles. »« Le père Griffin dit qu'il ne faut jamais parler de ça. »« Ne me parle plus jamais de ce que le père Griffin a pu te dire ou non. »« Tout ceci appartient désormais au passé, » répondit Morgane avec toute la douceur possible à l'enfant pressé avant tout d'aller s'isoler. « Je viens de voir quelqu'un de tout petit qui me regardait à travers les arbres, » s'exclama la fillette tout étonnée en revenant vers elle. « Était-ce une fée? » Non, c'est sûrement un être du vieux peuple, aussi réel que toi et moi. Mais il vaut mieux ne pas y faire trop allusion devant eux, Nimue, car ils sont très timides et ont peur des hommes qui vivent dans les villages. Où habitent-ils alors? Dans les collines et les forêts. Ils ne supportent pas de voir la terre, leur mère nourricière, blessée par la charrue, et contrainte de leur livrer autre chose que ce qu'ils peuvent trouver à portée de leurs mains, sur le sol et dans les bois. Mais comment vivre sans labourer et moissonner? En mangeant tout ce que la nature offre en toute saison, racines, baies, plantes, fruits sauvages, champignons, graines, fèves, pousses de toutes sortes, viande et gibier uniquement pour les grandes occasions. Mais comme je viens de te le dire, n'insistons pas trop en leur présence. Ils nous épient sans doute et sont terriblement farouches. En revanche, laisse-leur, si tu veux, un peu de pain au bord de la clairière. Nous en avons largement pour nous deux.
Prenant des mains de sa tante une large tranche de pain, Nimue alla la déposer, bien en évidence, en bordure de la forêt. Hélène, en effet, leur avait donné des vivres pour 10 jours au moins, et le voyage serait beaucoup plus bref. Puis, la petite fille croqua à pleines dents 2 énormes tartines de miel d'un pain croustillant dont elle raffolait. Il sera toujours temps de lui apprendre à dominer son appétit lorsqu'elle sera sur l'île sacrée, pensa Morgane, s'amusant de sa gourmande voracité. Ne lui imposons pas trop tôt un régime qui risque d'entraver sa croissance. « Vous ne mangez pas beaucoup ?» questionna l'enfant, paraissant déjà tout à fait à l'aise avec sa tante. « Est-ce votre jour de jeûne ?» La voyant si curieuse de tout, Morgane se remémora soudain la façon dont elle-même avait harcelé Viviane en arrivant à Avallon. Aussi expliqua-t-elle, avec la plus grande complaisance, les raisons de sa frugalité. « Je mange très peu. Les prêtresses doivent savoir subsister avec très peu de choses. Mais toi, à ton âge, tu peux manger ce que tu veux. Le père Griffin dit que les hommes et les femmes doivent jeûner pour se faire pardonner leurs péchés. Le peuple d'Avallon lui aussi jeûne parfois, mais pour d'autres raisons. Pour apprendre surtout au corps à obéir à la volonté de l'esprit. Il n'est pas possible, en effet, de méditer, d'entrer en communication avec les grandes forces de la nature, d'essayer de comprendre les mystères de l'univers avec un corps esclave des nourritures terrestres. Il faut lui apprendre à se taire, à respecter les exigences de l'esprit. Me comprends-tu ? Non, pas très bien, avoua Nimue en fronçant le nez comiquement. Ce n'est pas grave, pour l'instant. Tu auras très bientôt le temps d'apprendre et de comprendre. En attendant, finis vite ta tartine et en route. Savez-vous pourquoi le père Griffin m'a puni ? Demanda-t-elle la bouche pleine. Parce que je ne suis pas sage. Il dit que je fais tout le temps des péchés. Oublie tout cela, Nimue. C'est désormais sans importance. Les enfants ne font pas de péchés. Nous en reparlerons plus tard, lorsque tu sauras faire la différence entre le bien et le mal. Si je fais des péchés, c'est pour ça que ma mère s'est séparée de moi et m'a envoyée dans un endroit terrible, parce que je suis terrible. À ces mots, comprenant le poids de sa propre responsabilité, Morgane sentit son cœur se serrer, et, au lieu de se hisser sur son cheval, comme elle était sur le point de le faire, elle s'approcha du poney de l'enfant et la prit dans ses bras. « Ne répète jamais ces mots, Nimue, murmura-t-elle. Jamais. Ce n'est pas vrai. Je te jure que ta mère n'a pas cherché à se débarrasser de toi. Avallon n'est pas du tout l'endroit terrible que tu crois. » « Pourquoi alors vais-je là-bas » insista la petite fille, au bord des larmes. « Parce que tu as été promise à Avallon avant même ta naissance, » répondit Morgane, la serrant à nouveau affectueusement contre elle. « Parce que la mère de ton père était haute prêtresse de l'île sacrée, et que je n'ai pas eu la fille que je destinais à la déesse. Mon enfant, tu vas à Avallon pour y apprendre l'ancienne sagesse du vieux peuple et servir celle qui est notre mère à tous. Mais qui donc a pu te faire croire que tu partais par punition ? J'ai entendu une suivante de ma mère qui préparait mes affaires dire avant notre départ qu'il était honteux de me laisser partir dans cet endroit horrible. Et, comme le père Griffin n'arrête pas de me répéter que je suis horrible... Non, ma Nimue, non, tu n'es pas horrible, la rassura Morgane en embrassant le petit front inquiet. Peut-être es-tu parfois un peu gourmande, paresseuse ou désobéissante, mais ce n'est pas un péché grave. C'est seulement la preuve que tu es trop jeune encore pour savoir reconnaître le bien du mal. En attendant, acheva-t-elle, car la conversation prenait à son goût un tour vraiment trop rébarbatif pour des oreilles si neuves. En attendant, regarde plutôt cet extraordinaire papillon. En as-tu jamais vu de semblable ? L'enfant, comme elle l'avait prévu, concentra dès lors toute son attention sur la faune bigarrée et les innombrables insectes qui virevoltaient sur leur chemin, et il ne fut pas question d'autre chose jusqu'au moment où elles s'arrêtèrent de nouveau à la tombée de la nuit. Nimue, qui n'avait jamais dormi hors de sa chambre, jeta, l'ombre venue, des regards si craintifs au-delà du cercle de lumière
dessinée par le feu que Morgane avait allumé, que cette dernière lui proposa aussitôt de venir s'allonger auprès d'elle et de s'endormir en essayant de compter les étoiles. Quelques minutes plus tard, en effet, l'enfant ayant sombré dans un sommeil profond, Morgane se retrouva seule au cours de la nuit, songeant non sans angoisse aux multiples difficultés qui l'attendaient maintenant. Kevin lui avait bien proposé de l'accompagner, et elle avait été tentée d'accepter, tant était grande sa crainte de ne pas retrouver la route secrète d'Avalon. Allait-elle savoir appeler la barge? N'allait-elle pas se perdre à nouveau, et peut-être cette fois irrémédiablement, au pays des fées? En fait, elle avait décliné l'offre du barde uniquement parce qu'elle savait qu'il lui fallait tenter seule l'épreuve, la même qu'elle avait dû subir jadis pour revenir par ses propres moyens dans l'île. Sa faute impardonnable avait été de demeurer si longtemps absente. Que n'était-elle revenue après la mort de Viviane, même au risque qu'on ne l'accepte pas? Allait-on d'ailleurs davantage l'accueillir, maintenant que les années avaient passé, alors qu'elle était de plus en plus lasse et usée, abandonnée par le don? Grâce aux dieux, elle ne venait heureusement pas seule, et peut-être la présence de la petite fille de Viviane allait-elle enfin favoriser son retour et son destin.